Cette idée reçue sur le droit de grève. Le terme de grève perlée a souvent été utilisé, y compris au Monde, pour qualifier le calendrier inédit des cheminots, sans doute parce que l'alternance de 2 journées de grève et 3 journées travaillées durant 3 mois évoquait la régularité de perles enfilées dans un collier. Mais la grève perlée répond à une définition très différente. Il s'agit d'un ralentissement du rythme de travail ou de sa qualité, qui désorganise la production sans l'arrêter totalement. Or une grève suppose 3 conditions. Un arrêt total du travail, même pour une courte durée, une journée, une demi-journée, ou même un quart d'heure toutes les heures. Des revendications professionnelles, sur la rémunération, les conditions de travail, et non pas politiques. Une concertation des salariés, même peu nombreux et sans syndicat. La grève perlée est donc un mouvement illicite, tout comme la fameuse grève du zèle qui consiste à appliquer les règlements avec tant de formalisme que l'on empêche la réalisation d'un travail, par exemple des douaniers qui vérifient en détail tous les bagages de chaque voyageur pour bloquer le trafic aérien. La grève des cheminots, qu'on pourrait qualifier d'intermittente en pointillé ou par épisode, n'est pas non plus une grève tournante durant laquelle les salariés se relaient, les uns se mettant en grève quand les autres reprennent leur travail. Ce type de grève n'est pas illicite en règle générale, mais est interdite par la loi dans le secteur public. Mais une question reste en suspens: cette protestation constitue-t-elle un seul et unique mouvement social, comme l'estime le dirigeant de la SNCF Guillaume Pépi, ou 18 grèves séparées de 2 jours, comme l'affirment les syndicats qui déposent autant de préavis différents? La réponse pourrait avoir une incidence importante sur le paiement des jours de repos des grévistes. Cet article fait partie d'une série d'idées reçues sur le droit de grève. La grève suspend le contrat de travail. L'employeur retient donc sur la paie du salarié une rémunération proportionnelle à la durée de l'arrêt du travail, y compris les compléments, mais pas plus. On perd ainsi 1 heure de salaire pour 1 heure de grève, 1 journée pour 1 jour, etc. Ce même principe s'applique au secteur public, avec des règles parfois plus strictes. Un fonctionnaire d'État se verra amputé d'un 30e de son salaire, même s'il ne fait grève qu'1 heure ou une demi-journée. Dans la pratique, certains mouvements sociaux se terminent par un accord de fin de conflit qui donne parfois l'occasion de négocier le paiement, l'étalement ou la compensation des jours de grève, par exemple en posant des jours de RTT. Mais ce n'est pas le cas dans le secteur public, où les consignes de non-paiement sont strictes, surtout depuis la loi sur le service garanti de 2007. Témoignage. Parole de cheminot: je vais perdre 60 € par jour de grève, j'ai prévenu mon banquier. En revanche, les syndicats peuvent limiter financièrement les pertes de salaire par des caisses de grève, alimentées par les cotisations. Ainsi, la CFDT verse à ses adhérents une indemnité de 7 € de l'heure, soit un peu moins de SMIC, à partir du 2e jour de grève. La CGT et Sudrail ont lancé des appels aux dons. Une cagnotte en ligne, lancée par le sociologue Jean-Marc Salmon, et relayée par plusieurs personnalités publiques, a aussi recueilli en 2 semaines plus de 380 000 € de dons, qui devraient être reversés aux organisations syndicales. Cela ne suffit toutefois pas à compenser le manque à gagner des cheminots grévistes. Explication. SNCF succède une cagnotte de soutien aux grévistes. Cet article fait partie d'une série d'idées reçues sur le droit de grève. C'est une idée communément répandue depuis 10 ans, la loi sur la continuité du service public, instaurée en 2007 sous l'impulsion de Nicolas Sarkozy, assurerait un service minimum dans les transports de voyageurs. Mais ce n'est pas tout à fait ce que prévoit ce texte de loi. En réalité, la loi n'oblige pas à faire circuler des trains, mais à assurer un service garanti, c'est-à-dire à informer de manière gratuite, précise et fiable les usagers au moins 24 heures en avance des trains en circulation. Le texte, complété par la loi Diard de 2012, impose donc aux agents de se déclarer en grève 48 heures à l'avance, pour que la SNCF ait le temps de redéployer ses effectifs non grévistes et de prévoir un plan de transport adapté. Lire aussi. SNCF l'impossible service minimum. En région parisienne, la situation est un peu différente car la SNCF est liée par un contrat à Île-de-France Mobilité, l'exhaustif, qui l'oblige à faire circuler au moins un train sur 3, sous peine de verser de lourdes pénalités financières. Ce qui n'a pas empêché certaines lignes d'être fermées lors de la grève à la SNCF du 3 avril,
faute d'agents disponibles, aux grandes dames de la présidente de région, Valérie Pécresse. Inadmissible que le service minimum ne soit pas respecté partout et que des lignes /gare dièse SNCF soient purement fermées. https://t.co/t9w8jl2upc. Cet article fait partie d'une série d'idées reçues sur le droit de grève. Pour instaurer un véritable service minimum, et assurer la circulation des trains, il faudrait que l'État, le gouvernement ou le préfet, réquisitionne du personnel de la SNCF, c'est-à-dire oblige les agents à venir travailler. C'est ce qu'ont suggéré récemment le député UDI Yves Gégaud ou le président du conseil départemental de Seine-et-Marne Jean-Louis Thiriot. En théorie, c'est possible. Selon le Code général des collectivités locales, la réquisition de biens, services ou personnes peut être effectuée en cas d'urgence et d'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publique. Dans les hôpitaux, un service minimum impose d'avoir un effectif correspondant à un dimanche ou à un jour férié. C'est le directeur de l'hôpital qui notifie aux employés des assignations. Seule l'autorité judiciaire, préfet, police, peut procéder à des réquisitions, en avertissant la personne par courrier ou en personne. En cas de refus, elle risque 6 mois de prison et 10 000 € d'amende. C'est donc une arme lourde dont l'usage doit être proportionné, faute de quoi elle peut être suspendue par un tribunal. Ainsi, une réquisition ordonnée en 2010 à la raffinerie de Grandpuits, qui alimente l'Île-de-France, avait été